Ok. Je vais juste... Regarde. Tu peux appuyer sur le bouton... Fais gaffe, hein, à pas... Enfin, le bouton rouge. Je m'appelle Jarod, j'ai créé la chaîne Après Réflexion et je suis avec Gaïs, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit. Passons aux raisons de faire du fitness. L'hypertrophie, ça fait rêver beaucoup de monde. Le six-pack aussi, c'est ce dont tous les hommes rêvent. Ou pas. Alors du coup, si on parlait des raisons de se mettre au fitness, c'est la deuxième partie. On attaque ? Bah, tu me dis. Quels sont les effets du sport en général ? Alors, les effets du sport sont extrêmement divers et variés. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette analogie que je vois souvent reprise dans le monde du fitness, enfin du fitness evidence-based. C'est si jamais il y avait une pilule qui avait les mêmes effets que le sport, de façon globale, encore une fois l'activité physique, eh bien ce serait la pilule miracle. C'est-à-dire que ce serait une pilule qui peut lutter contre les maladies chroniques, les maladies acute, je sais plus comment on dit en français, les maladies aiguës, enfin les maladies sur le cou, quoi, qui empêche beaucoup leur survenue, qui va améliorer l'état mental, qui va améliorer la forme physique, qui va empêcher des choses comme la sarcopénie, c'est-à-dire le fait de perdre du muscle au fur et à mesure du temps quand on vieillit, le fait de perdre de la force, d'inapénie en fait qui est liée à ça, donc qui donne de l'autonomie aux personnes âgées, qui fait en sorte de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, enfin c'est des maladies chroniques mais je précise, bref, ça fait le café en fait de faire du sport, ça a vraiment un impact positif sur tout ou quasiment tout ce à quoi on peut penser en termes de santé. Et de façon globale, on l'a vu par exemple avec cette dernière crise du Covid, eh bien les gens qui étaient les moins touchés, ou en tout cas qui s'en sont le mieux remis, étaient souvent des personnes qui faisaient de l'activité physique de façon régulière. Ça n'empêche rien, c'est-à-dire que ça réduit, mais ça n'empêche rien, parce que je sais qu'on va me sortir des sportifs qui sont morts du Covid, il y en a. Comme il y a des gens qui sont morts du Covid dans absolument tous les domaines, c'est juste que ça réduit les risques effectivement. Dans un domaine plus général, hors Covid, Est-ce qu'il y a une pratique fitness plus conseillée dans l'idée de se maintenir en forme ? À la fois une activité particulière du monde du fitness et une quantité. Oui, alors ce qu'on considère comme des recommandations globales, c'est un minimum de 150 minutes d'activité physique modérée de type cardiovasculaire par semaine, plus 2 séances de resistance training, donc de musculation finalement par semaine. C'est ce qu'on recommande de façon globale pour avoir un minimum des effets de l'activité physique de façon globale, de positif en fait sur la santé. Maintenant, ça n'est pas quelque chose de figé dans le marbre. C'est-à-dire que si vous faites 7-10 000 pas par jour, on peut se dire que même si vous faites pas de l'activité physique modérée, que c'est de l'activité physique light, on est quand même vous aurez quand même des bénéfices, quoi. Peut-être que vous n'aurez besoin que de faire 30 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement, figé dans le marbre, c'est comme ça et pas autrement. Ce sont comme ils disent en anglais, des guidelines, des recommandations, pas véritablement une obligation. Voilà. Tu me parles d'activité cardiovasculaire et aussi de renforcement. Est-ce qu'il y a des noms de pratiques fitness particulières à mettre dessus ? Alors, on va parler du coup pour tout ce qui est cardiovasculaire de tout ce qui est running, vélo, rameur, tout ce genre de choses-là. Alors, on n'est pas limité à ça en fait. C'est tout ce qui va engager plus de, il me semble, 40% de la masse musculaire totale, je dis ça de mémoire, pendant un petit temps donné qui pourrait être considéré comme cardio, d'accord ? Et tout ce qui va être de l'entraînement de
résistance musculaire, en fait, de musculation, ça va être tout ce qui va être limité, non pas par le global de notre corps, pas par le fait de dire « Oh, maintenant j'arrête, c'est bon, je suis trop essoufflé, etc. » C'est ce qui va être limité par la capacité de nos muscles à faire le mouvement. Donc, typiquement, j'arrête parce que là, ça me brûle trop tel muscle. Donc voilà, volontairement, je suis un peu évasif, en fait, parce que de façon globale, on peut pas vraiment... il y a plein de composantes dans les différentes activités qui vont être plus vers l'un ou plus vers l'autre. Maintenant, je vais dire que par exemple, j'ai donné quelques disciplines à dominante cardiovasculaire, je vais donner quelques disciplines à dominante de force. On va parler d'haltérophilie de façon globale et de gymnastique. En règle générale, et quand je parle de gymnastique, je parle vraiment de la gymnastique faite en singlet, faite en singlet, c'est pas le terme exact, singlet, le haut juste corps, voilà, en juste corps, tous les trucs sur anneau, les choses comme ça, voilà, ça c'est qui va être une activité souvent beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de musculation, voilà. Est-ce qu'on va avoir la même réponse pour un objectif de perte de poids ? Alors, pour un objectif de perte de poids, la chose qui va être importante, c'est la balance énergétique. Donc les calories ingérées versus les calories dépensées. Donc si on veut perdre du poids de façon globale, il va falloir faire, en sorte que cette balance énergétique-là soit déséquilibrée vers une dépense calorique plus importante. Maintenant, en termes de composition corporelle, on gagnera et on retiendra plus de muscles si on fait de l'activité type musculation. Ou en tout cas si on en a dans notre routine d'entraînement. Si on ne fait par exemple que de l'activité cardiovasculaire, certes, on va peut-être dépenser plus, parce que de façon globale, on a tendance à dépenser plus, mais on va retenir moins de masse musculaire, puisque ce qui est limité par le muscle, en fait, par le nombre de répétitions qu'on peut faire, c'est ce qui nous fait retenir le plus de muscle et ce qui nous fait gagner le plus de muscle. D'accord. Tu as parlé du sport, effectivement, c'était inclus dans ma question. Mais de ma vision de la presse non spécialisée, la plupart des articles minceurs grand public ne parlent que de régime amaigrissant et disent que le sport, c'est surtout pour le mental. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ça c'est très étonnant, hein. Je ne savais pas, en même temps je lis pas beaucoup ce genre de choses-là. Le régime effectivement va être amaigrissant et bien souvent on va dire oui mais en fait le sport ça n'est qu'un qu'un complément ou quoi que ce soit, on va pas vraiment beaucoup perdre de poids via l'activité physique. Chose que je pensais auparavant, et j'ai pensé que finalement tout se faisait dans l'assiette. Maintenant, j'ai beaucoup plus tendance à penser que en fait c'est un équilibre entre les deux, dans le sens où ce qu'on remarque dans les études de façon globale, c'est que le fait d'avoir une bonne activité physique, déjà ça fait qu'on a moins faim. Ensuite, ça fait que notre métabolisme se régule mieux. Donc tout ça, toute la machine fonctionne mieux. Toute notre biologie, en fait, toute notre physiologie va mieux. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on va perdre, si ce n'est plus de poids, mais je pense qu'on en perd quand même un peu plus, mais si ce n'est plus de poids, la composition corporelle sera complètement différente, en fait. Et donc, pour moi, les deux sont aussi importants, et ça pour purement le corps. C'est-à-dire que, et effectivement, au-delà de purement le corps, l'activité physique va avoir, je pense, un effet plus important sur le moral que la nutrition. Alors, si on fait les choses correctement d'un point de vue nutrition, hein, voilà. Parce que si on fait une monodiète à base de pommes, là c'est sûr qu'au bout d'un moment tu déprimes, quoi, et même tu vas pas bien d'un point de vue santé. Bon, bref. Ok. Donc on a vu pour être en bonne forme, se maintenir en forme et aider à perdre du poids. Maintenant, pour d'autres, il s'agit de gagner du muscle. Quelle discipline il faut pour ça ? Pour gagner du muscle, encore une fois, je le redis, mais musculation, entraînement en résistance. Comme je dis, l'haltérophilie, ça fonctionne bien. Et quand je parle d'haltérophilie, je parle d'haltérophilie élargie,
au sens où on parle souvent au niveau de l'haltérophilie de ce qui va être en anglais l'Olympic weightlifting. Donc, c'est-à-dire faire de l'arraché et faire de l'épaulé jeté. Mais c'est pas que ça l'haltérophilie. Une discipline fille de l'haltérophilie, ça va être le powerlifting, ou ils appellent ça la dynamophilie, je crois, au Québec. Enfin bon, bref, powerlifting, et même de façon globale, je dirais que l'haltérophilie, si vraiment on se contente de la définition pure et dure du DICO, il me semble que c'est soulever des poids, soulever des haltères. Et pour moi, ça va faire gagner du muscle. Et à côté de ça, il y a l'autre grand pan qui est la calisthénie, le calisthenics, la gymnastique finalement, enfin gymnastique en fait, qui est peut-être une discipline fille, elle, de la calisthénie, qui va, elle, être soulever son propre poids. Donc pas soulever des charges externes, soulever son propre poids. Voilà, ce sont les deux grandes disciplines qui vont faire gagner du muscle. Et les deux fonctionnent suivant exactement les mêmes principes, c'est-à-dire générer une tension suffisante sur notre muscle pour être limité par nos capacités locales et pas nos capacités d'endurance globale. Tout à fait. J'ai rencontré donc sur ton Discord également un pratiquant de calisthénie. Donc là, avec la musculation aux haltères et la calisthénie, je me rends compte qu'on peut pratiquer en salle de sport avec les machines, on peut pratiquer en gymnase ou même chez soi, ou même dans la rue avec son propre poids et des agrès qu'on trouve en mobilier urbain. C'est là où la connaissance de la biomécanique devient de plus en plus importante, parce qu'en fait, plus on s'y connaîtra en biomécanique, plus on saura ce qui est susceptible, biomécanique et biomécanique fonctionnelle, ça c'est intéressant aussi au niveau de l'anatomie, de s'y connaître. Si on s'y connaît dans ces deux domaines-là, en fait, on va pouvoir comprendre quel exercice va être susceptible de faire travailler quel muscle, va être susceptible d'avoir des plus longs leviers, donc générer plus de tension. Et en fait, finalement, armé de connaissances et avec très peu de matériel, on peut réussir à faire des séances très productives pour quasi n'importe quel groupe musculaire. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, avoir quand même des aides matérielles, ce sera intéressant pour les petits muscles, les petites choses, les choses qui sont vraiment pas faciles. Mais dans l'ensemble, avec déjà juste des connaissances, on peut faire beaucoup. Et en se remettant dans la peau du néophyte complet qui veut se lancer, à quelle progression je dois m'attendre et avec quel investissement ? Quelle progression dans le sens hypertrophie, hein. Je pense que on peut avoir, même avec très peu d'entraînement, des résultats relativement conséquents. Quand je parle de très peu d'entraînement, je parle de 2 séances par semaine de 30 à 45 minutes, quelque chose comme ça. On peut déjà avoir des résultats. Maintenant, plus on va s'investir, évidemment, je ne vous demande pas d'y aller tous les jours, mais je parle de jusqu'à 4-5 fois par semaine. Plus on va s'investir, plus les résultats seront importants et rapides. De façon globale, un pratiquant va commencer à discerner les premiers résultats en règle générale entre 3 et 6 mois d'entraînement. Entre 3 et 6 mois, on commence à avoir vraiment des résultats conséquents. Pour avoir un physique au global musclé et où les gens disent « Ah oui, ce bonhomme-là, il fait de la musculation, ça se voit, etc. » Je dirais qu'on va plutôt tabler sur 1 à 2 ans de muscu. Et pour avoir un physique au top de ce qu'on peut avoir, ou proche du top, parce qu'on peut s'améliorer toute sa vie, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais proche du top de ce qu'on peut avoir, c'est entre 5 ans et peut-être 5 et 10 ans d'entraînement, mais en règle générale plutôt 5. Au top de sa forme, ça veut bien dire en fonction de sa génétique et de son hygiène de vie, oui, complémentaire en dehors du sport. Oui, en fait, là je ne parlais que de l'aspect entraînement, mais oui, en définitive, si jamais le reste n'est pas équilibré, de toute façon, quasiment tout joue sur le physique. Qu'on soit d'un point de vue nutrition, mais aussi d'un point de vue mental, etc. Il faut que, on va dire que tous les axes soient alignés pour avoir un physique au meilleur de ce qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et encore que le meilleur, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont se trouver trop musclés. J'en connais peu, mais il y en a qui vont se trouver trop musclés. Et du coup, dans cette quête hypertrophique, augmentation du volume de muscle, je le rappelle, est-ce qu'on en tire d'autres utilités, même si on ne s'oriente que dans cet objectif ? Oui,
À partir du moment où on ne bascule pas du côté obscur de la force avec le dopage, on peut trouver des intérêts à être plus musclé d'un point de vue métabolisme, c'est-à-dire que plus on va avoir de muscles, plus on va dépenser d'énergie pour entretenir ce muscle, donc plus on pourra un petit peu manger ce qu'on veut, alors évidemment dans une certaine limite, mais on va avoir tendance à pouvoir mieux tolérer les excès, on va dire, alimentaires, on va avoir tendance à être plus en forme de façon générale quand on est musclé, et on va aussi avoir tendance à être plus fort. Ça, le muscle finalement c'est la base du potentiel de force, et donc quand on est plus fort, si on veut je ne sais pas moi, faire n'importe quelle activité finalement. On va être, par exemple, on va se dire, je veux déménager, je suis plus fort. Je veux transporter mes courses plus facilement. Enfin voilà, ce genre de choses-là. La force, de façon globale, c'est quand même quelque chose qui est hyper utile dans la vie de tous les jours. Et c'est gratuit une fois qu'on l'a acquise, c'est intéressant. C'est vrai. J'ai abordé les grandes thématiques, bien-être santé, perdre du poids, gagner du muscle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? D'autres raisons de se lancer dans le fitness? Peut-être juste le fait d'être plus performant dans l'activité qu'on veut faire. C'est-à-dire n'importe quelle activité, j'entends par là, même pas forcément une activité qui serait qualifiée d'activité sportive classique, donc type football, basket, etc. Mais même si on veut devenir plus fort aux échecs, en e-sport, etc., le fait de faire du sport de façon globale fait qu'on a une meilleure santé mentale, une meilleure résilience face à ce qui peut nous arriver, et donc nécessairement ça va se traduire par de meilleures performances dans n'importe quel domaine. Et d'ailleurs, on peut aussi le retrouver au niveau du travail. Si on veut être plus productif, il faut faire un minimum de sport. Ça, c'est très important. En fait, c'était une question chargée. Je pensais également aux parties fun, à la dimension sociale. Effectivement, Gaïs et moi, nous sommes passionnés de science, d'esprit critique et donc de technicité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la partie sociale qui se retrouve dans le fitness? Si. Moi, c'est vrai que comme je suis un grand solitaire dans ma façon d'entraîner et dans ma façon de faire les choses, j'ai pas tendance à y penser de suite. Mais c'est vrai que le fitness peut apporter beaucoup de choses d'un point de vue social, parce que c'est comme n'importe quelle passion, quelque chose qui va rassembler des gens. Et en fait, on va pouvoir se sentir plus à l'aise dans ce genre de communauté-là, se sentir avoir un but, ce genre de choses-là. Et finalement, le fitness n'est pas différent des autres activités à ce niveau, mais là où c'est quand même intéressant, c'est que on peut pratiquer des choses pour son fitness qui sont diverses et variées. On peut faire, si on fait par exemple du badminton en club, on peut considérer qu'on fait du badminton, mais si on en fait juste avec ses amis de temps en temps, ou du volley ou quoi que ce soit, là on peut plus considérer que on va être plutôt dans le fitness. Et en fait finalement il y a plein d'activités qui peuvent s'intégrer dans ce cadre fitness, qui vont pouvoir faire passer des bons moments, qui vont pouvoir encore une fois intégrer à une communauté et pouvoir permettre de garder du lien avec des gens qu'on connaît déjà. Si on se dit on va se mettre tous les deux au fitness par exemple, on se fixe un rendez-vous, ça veut dire que toutes les semaines, à chaque fois, on va revoir cette personne-là. C'est quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue. Très bien. Maintenant, je n'ai pas précisé, mais toutes mes questions portaient autant sur les femmes que sur les hommes. Est-ce que tu rencontres des différences dans les raisons de se lancer? Dans les raisons de se lancer entre les femmes et les hommes, de mon expérience, il n'y en a pas trop. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles les gens font du sport, en règle générale, ou se lancent dans le fitness, ce sont des raisons esthétiques, avant tout. Et ça, qu'on soit chez des femmes comme chez des hommes. Les objectifs seront différents. C'est-à-dire que la façon d'aborder ces objectifs aussi va avoir tendance à différer. Mais le concept clé derrière, c'est bien l'esthétique. Et ça, je n'y vois pas de mal, à partir du moment où on est capable à un moment de transformer cet objectif purement extrinsèque en une motivation qui va devenir intrinsèque, c'est-à-dire finalement, j'aime bien aller faire du sport, juste pour faire du sport. Ah, excellent. Puisque ça rejoint la question que j'avais en tête ensuite. Oh là là, doucement. Demande votre concentration maximale. Dans la minute qui suit, Gaïs emploie brillamment les termes intrinsèque et extrinsèque.
Extrinsèque. Pardon, c'est un peu compliqué. Donc, je disais, une motivation intrinsèque au sport, c'est ce que nous inspire le sport lui-même pour nous pousser à en faire. Si j'aime le mélange d'efforts physiques, de l'odeur de la salle, de son ambiance et de la dopamine qui me pose sur un petit nuage après la séance, alors ma motivation est étroitement liée au fitness. Rien d'autre que le fitness n'arrivera à me donner ce plaisir qui me motive. Alors cette motivation est intrinsèque. En revanche, si j'aime devenir mince, je peux être motivé à faire du sport. Tout comme je peux être motivé à faire juste un régime amaigrissant. Ou même payer pour une liposuction. Si ce n'est pas le sport lui-même qui nous inspire, alors c'est une motivation extrinsèque. Ok, reprenez votre respiration, ça va bien se passer. Sérieusement, ce qui suit est très inspirant. Allez, reprenons. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une raison pour faire du fitness ? Alors, on a nécessairement, et là c'est un peu, un chipotage philosophique, mais on a nécessairement une raison d'aller faire ce qu'on fait, sinon on le ferait pas. Mais maintenant, il y a la motivation extrinsèque, à mon avis, est la clé qui détermine au départ si que les gens se mettent à faire du fitness, parce qu'ils disent je veux avoir une meilleure santé, je veux avoir une meilleure chose, je veux avoir machin. Un bon coach, ce qui définit un bon coach, ce qui définit aussi une bonne progression de façon globale, c'est pas forcément que la faute du coach, une bonne progression, c'est d'arriver à un moment à faire passer cette motivation extrinsèque en intrinsèque et de se dire en fait j'apprécie faire du sport, parce que si on ne fait qu'avoir cette motivation externe, en règle générale on finit par ne plus faire cette activité-là à terme, parce que on est, peu importe à quel moment dans notre vie, une motivation extrinsèque va forcément ou risque beaucoup d'être dépassée par une autre motivation extrinsèque. Par exemple, typiquement, on va se dire « je faisais ça pour mon physique, mon esthétique, mais maintenant j'ai une famille à nourrir, j'ai mes enfants à nourrir. Mon esthétique passe après mes enfants. Donc, j'arrête de faire du sport et je prends des heures en plus au taf. » Mais si on se dit « Non, en fait, ça me fait vraiment plaisir de faire du sport et j'en ai vraiment besoin, etc. » alors on ne pensera plus les choses de cette façon-là. On se dira plus « Cet objectif extrinsèque peut être dépassé par un autre, puisque c'est un objectif intrinsèque, c'est une motivation intrinsèque. Donc en fait, on va en faire. Et l'important, c'est vraiment d'en faire à vie. Je ne dis pas ça pour vous garder dans une salle de sport. Moi-même, je m'entraîne chez moi. Je vous dis ça vraiment pour vous. C'est important parce que on a vraiment trop tendance à être sédentaire. Et si vous voulez vivre la meilleure vie possible, honnêtement, ça ne peut pas se faire sans sport. Sans sport d'une façon ou d'une autre. Activité physique, encore une fois. Très bien. Du coup, je me demandais si la réciproque était vraie. Si on détermine rationnellement que le fitness est bon pour nous, mais qu'on ne ressent pas de motivation inconsciente, intrinsèque, ça peut être bon de se créer peut-être une motivation artificielle, temporaire, pour déjà se lancer. Oui, de toute façon, à mon avis, encore une fois, on ne peut pas arriver au sport sans avoir une motivation extrinsèque, puisqu'on ne peut pas avoir une motivation intrinsèque si on n'a jamais fait l'activité. On ne peut pas dire « j'aime faire ça » si on ne l'a jamais fait. On peut avoir fait des choses similaires. On peut penser qu'on aura une motivation intrinsèque. Mais en définitive, finalement, on ne l'aura pas puisqu'on ne l'aura jamais pratiqué. Et c'est pour ça que pour moi, pour créer une motivation extrinsèque, il y a plusieurs choses. Peut-être que la première motivation extrinsèque, ça va être le physique. Peut-être, moi je pense qu'une des motivations extrinsèques qui peut le plus facilement dériver en intrinsèque et qui me semble être très intéressante pour commencer n'importe quelle activité physique, c'est de se dire je vais y aller pour revoir mes potes, pour socialiser avec des gens qui, ont les mêmes intérêts que moi, etc. Parce qu'en faisant ça, en se mettant à une activité pour cette raison-là, alors on se met dans de meilleures dispositions pour l'apprécier. Puisque comme on est entouré de gens qu'on apprécie bien, on va transférer cette espèce de sensation de bien-être déjà sur l'activité physique. On va devenir meilleur dans cette activité physique, on va finir par plus l'apprécier,
Ça, c'est la théorie de l'auto-efficacité, qui est, d'ailleurs, je précise théorie, peut-être pour les gens qui nous suivent, qui sont pas trop dans le domaine des sciences, ça veut pas dire que c'est quelque chose d'hypothétique. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a été démontré. C'est une des façons, c'est peut-être le déterminant principal du fait d'apprécier quelque chose, c'est de sentir qu'on est fort dedans. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, en définitive, ça va se transformer en motivation intrinsèque. Plot twist. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de ne pas faire de fitness ? Honnêtement, je vais essayer de l'aborder d'un point de vue honnêteté intellectuelle. Je pense que une bonne raison de ne pas faire de fitness, c'est si on a une autre activité qui ne rentre pas dans un cadre fitness à côté, qu'on apprécie bien faire. C'est-à-dire qu'on peut être dans un cadre sportif. Enfin, à mon avis, il faut que ce soit dans un cadre sportif d'ailleurs, hein, mais on peut être dans un cadre sportif où on ne fait pas de fitness. Typiquement, l'art martial que je pratique, le kendo, je dirais que ce n'est pas du fitness. On fait une activité physique, mais on n'est pas du tout dans un cadre fitness. Si ça nous plaît et qu'on aime bien ça, et qu'on n'a pas du tout envie de faire du fitness, je ne vois pas l'intérêt d'aller se dégoûter à faire du sport en faisant du fitness. Maintenant, c'est une bonne raison de ne pas en faire, mais d'un point de vue pratico-pratique, si la personne apprécie faire du fitness et qu'elle fait déjà du kendo par exemple, eh bien je pense qu'elle ne pourra retirer que des bénéfices à faire du fitness. Donc finalement la seule chose qui pourrait dire oui on fait pas de fitness, c'est si on fait déjà un truc qui est une activité physique, voilà, je pense que c'est important d'avoir une activité physique, et que véritablement on déteste le fitness. À ce moment-là, oui, là je peux le comprendre. Et une fatigue ou du manque de temps, pour toi, ce n'est pas une excuse valable ? Alors, une fatigue liée à une maladie, par exemple, il faut arrêter de faire du fitness pendant le temps où on se remet de cette maladie-là, ou en faire de façon plus light, etc. Moi, j'ai eu le Covid, par exemple. Au début, je me suis dit, oh, c'est pas grave, on peut faire un entraînement. J'ai fait un entraînement, ça m'a éclaté. J'ai dit, j'arrête de faire du sport pendant cette période-là. C'est tout. Voilà. Maintenant, le fait d'être fatigué chroniquement, de dire ah oui mais moi je suis fatigué, j'ai pas le temps quand je rentre du travail, je sais pas quoi, ça n'est pas une excuse parce que on peut faire 30 minutes d'entraînement par jour, 20 minutes d'entraînement par jour et faire des progrès substantiels et en fait, en définitive, avoir des gains d'énergie parce que finalement l'énergie c'est lié notamment aux mitochondries. Par exemple, ce n'est qu'un des nombreux exemples qu'on peut avoir sur les effets de l'activité physique sur la fatigue, eh bien, on peut augmenter notre nombre de mitochondries en faisant du fitness et donc être moins fatigué en faisant du fitness. On peut avoir plus de temps aussi. On peut se dire, mais comment on va avoir plus de temps ? Mais parce qu'en fait, on est plus productif. Si on est plus productif, on dégage plus de temps. Et du coup, derrière, eh bien, faire du fitness pourra donner plus de temps. Donc, pour moi, ce ne sont pas des excuses. Ou ce sont des excuses, mais pas des bonnes excuses. Très bien. Eh bien, merci Gaïs d'avoir répondu aux questions de cette deuxième partie. Si vous voulez approfondir vos connaissances du fitness et découvrir les coulisses du fit game, abonnez-vous à la chaîne Geek & Fit de Gaïs. Pour de la réflexion, de la découverte, de l'esprit critique, misez sur ma chaîne Après Réflexion. Maintenant, nous pouvons passer aux idées reçues. Allons-y. On a discuté de causes rationnelles pour se mettre au fitness, mais on est humain. Oui. Les idées reçues peuvent faire du mal à la discipline et peut-être même nous couper l'envie. Pour la troisième partie, attaquons-nous aux idées reçues. Mais voyons quand même s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans.